Bonsoir, bienvenue. Commençons par les principaux titres de ce 20h. Ce séminaire gouvernemental pour faire ressortir les activités majeures à réaliser par chaque ministère tout au long de cette année 2018 dans la perspective de mettre en œuvre le programme de développement du président de la République. La clôture de ce séminaire en début de journal. 6 personnes, 4 filles et 2 garçons ont trouvé la mort dans la nuit de dimanche à ce lundi dans l'incendie des maquis situé dans la commune d'Atekoubé, dans le district d'Abidjan. Les enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes de l'incendie. Pour l'heure, des témoins parlent d'un incendie causé par un court-circuit. Au ministère du Plan et du Développement, l'heure est au bilan des activités. Plus de 3 000 milliards de francs CFA investis par le secteur privé en Côte d'Ivoire. La priorité en 2018, c'est l'accélération de la mise en œuvre du PND 2016-2020. Et en Tunisie, 7 ans après la révolution, la grogne sociale reste vive dans le pays touché par l'austérité et la chute du tourisme. En réponse aux manifestations, le gouvernement a annoncé des réformes au nombre desquelles l'augmentation des prestations sociales de plus de 50 milliards de francs CFA. Voilà pour les titres. Commençons par le palais présidentiel où s'est tenu ce lundi un séminaire gouvernemental présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les temps forts et la clôture de ce séminaire dans quelques instants. Merci donc à la réalisation. Dans la nuit de dimanche à ce lundi, un incendie d'un maquis situé dans la commune d'Atekoubé, dans le district d'Abidjan, a fait 6 morts, dont 4 filles et 2 garçons. Les enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes de l'incendie. Pour l'heure, des témoins parlent d'un incendie provoqué par un court-circuit. Complément d'information avec Grace Kando. Djené et Carré, dans la commune d'Atekoubé. Les populations se sont réveillées dans la tristesse et la désolation ce lundi matin. Un incendie s'est déclaré entre 2h et 3h du matin dans un maquis du quartier. Serveuses, gérants et DJ ont péri dans les flammes. Bilan 6 morts. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame. C'est aux environs de 3 h du matin que j'ai entendu des cris. Au secours, au feu. Je sors, je voyais les flammes dans le ciel. Surtout, je me suis approché. Donc, j'ai pris mon véhicule, me rendre au 28e, alerter les forces de la police. Ce sont eux qui ont appelé les pompiers. Et puis ensuite, ils ont averti aussi la CIE. Puis ensemble, vers 3h40 du matin, nous sommes retrouvés sur les lieux. Les agents de la CIE ont fait ce qu'il y a à faire parce que les câbles électriques et tout ça étaient en feu. Ils ont circonscrit, qu'on appelle ça, les flammes de l'électricité. Puis les pompiers se sont mis au travail pour circonscrire les flammes. À la fin de cette opération, dans les décombres, nous avons dénombré 5 d'abord, 5. Et au petit matin, après le départ des pompiers, et en fouillant, nous avons retrouvé encore un autre corps. Aujourd'hui, nous étions à la maison. À midi, il y a mon grand frère qui m'a appelé. J'étais en train de manger et il m'a dit qu'il y a Sinclair qui est mort où il travaille. Donc nous sommes venus. Moi-même, je ne croyais pas. Donc comme nous sommes arrivés, vraiment, on n'a pas trouvé notre grand frère. Et les dames qui étaient à côté, elles ont dit non. C'est à partir de 2 h du matin que ça a commencé. Que lui-même, il était beaucoup fatigué. Donc, vraiment. Aux environs de 3 h, il y a un rescapé du maquis qui a pu sortir, qui est venu taper la porte de mes petits frères qui se trouvent à l'extérieur de la cour. Et ceux-là aussi, à leur tour, ils ont réveillé tous ceux qui étaient dans la cour, y compris moi. Donc c'est dans ce réveil maintenant, chez nous c'est des volets, puis on dit ouvrez, sortez. Après j'ai vu que c'est le feu. Donc il fallait rentrer encore, faire sortir les enfants. C'était pareil aussi pour les voisins. Chacun a fait sortir les enfants, les femmes, et puis on les a amenés à quelques mètres du maquis pour pouvoir maintenant secourir. Une enquête est ouverte par le commissariat du 28e arrondissement dans la commune d'Atekoubé pour élucider les causes de ce drame. Le reste de l'actualité avec tout d'abord cette distribution de matériel médical. Les CHU, les centres hospitaliers universitaires de Trècheville et de Cocody dans le district d'Abidjan ont reçu du matériel d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. C'est un don de l'Agence adventiste d'aide et de développement, une ONG américaine.
à Mississauga. 60 palettes de fournitures médicales d'urgence pour bloc opératoire. Valeur 1 milliard de francs CFA. C'est le don de l'ONG américaine ADRA à la Côte d'Ivoire, Agence adventiste d'aide et de développement. Du matériel médical d'urgence composé entre autres de masques à oxygène, perfuseurs, fils de suture, blouses et gants. Ce don est destiné à 14 structures sanitaires. Les CHU de Trècheville et Cocody viennent de recevoir leur part. 6 palettes pour chaque CHU. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière action et que d'autres vont suivre également pour renforcer le matériel médical des institutions sanitaires. Notre prière, c'est que cela puisse profiter de façon qualitative aux médecins, aux infirmiers et même aux patients qui vont recevoir ces dons. Pour les praticiens, ce matériel médical d'urgence pour bloc opératoire va permettre d'être plus efficace dans la prise en charge des patients. Dans nos blocs, on a besoin de casaques à usage unique, on a besoin de calots, de bavettes, on a besoin de boîtes d'instruments pour opérer. Il y en a, mais on en a toujours besoin. Sans ça, on ne peut pas faire d'intervention. C'est une super bouffée d'oxygène en tout. Les CHU de Yopougon, Angré, Boaké et les hôpitaux généraux de Toumoudi, Divo, Abangourou, Béoumi, Korogo, Touba et Man vont recevoir très bientôt leur stock de matériel médical d'urgence pour bloc opératoire de la part de l'ONG ADRA. L'ONG ADRA est la branche humanitaire de l'Église adventiste du 7e jour. Rendons-nous maintenant à Akalekro, dans le département de Tia-Salé, où les populations se trouvent confrontées à un certain nombre de difficultés. Difficultés de déplacement, difficultés d'écoulement des produits agricoles. Les populations estiment tout simplement qu'elles sont coupées du développement et attendent le désenclavement avec impatience. Franck Wayo s'est rendu sur place. Un cercueil sorti du véhicule. Le sentier est abrupt et coupé par une rivière. Il faut continuer le reste du trajet en pirogue, passer par cette rivière pour regagner Akalekro, village de quelques 4000 âmes dans la sous-préfecture de Boulouville, département de Tia-Salé. C'est qu'Akalekro souffre d'un enclavement prononcé. Ce qui se pose véritablement nous, c'est les voies d'accès. Les routes ne sont pas traitées. Vraiment, on a les problèmes, on a les difficultés de sortir ici. Même si tu as un bébé qui est malade, tu es obligé de marcher jusqu'à 36 km. Quand une femme tombe enceinte, accouchement, des fois l'accouchement ça se passe au village. Des fois, celle qui doit accoucher n'a pas la chance, elle décède. Parce qu'on n'a pas de route pour pouvoir amener cette femme à Bessedi. C'est Bessedi qui est notre lieu de soins. 32 km. Les enfants sont enceintes, une que j'ai perdue comme ça avec des larmes aux yeux. Même si tu as des millions, tu ne peux pas la faire sortir. Rallié à Akalekro à partir de Boulouville, son chef-lieu, une cinquantaine de kilomètres en passant par Boubrou, village le plus proche mais d'accès coupé par une rivière. Les habitants obligés de passer donc par Bessedi, Sikensi, voire même Grand Laou. Difficile dans cette situation d'écouler les produits cacaoyers. Cacao, là, il y en a. Mais quand on cueille cacao là, pour avoir la route, pour envoyer le cacao à Sikansi qui est tout près ici, c'est un problème pour nous. Parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à Tia-Salé. Nous sommes à près de 100 et quelques kilomètres de Tia-Salé. La route, gage de développement, peu ou pas donc de commodités de base, maternité, eau, électricité ou encore école. Pour les populations, il y a alors urgence. La question n'est pas inconnue des autorités locales. Un pont est absolument nécessaire pour qu'il y ait une communication entre les peuples de cette sous-préfecture. Malheureusement, depuis longtemps, ce pont est en projet et nous sommes heureux que les travaux soient en train d'être repris. Le handicap majeur, c'est la traversée d'une, disons, c'est une rivière, mais quand même assez importante, et qui s'appelle la Méné. Donc il fallait un pont pour permettre justement ce passage à Akumbu et d'Akumbu aller à Akalekro, donc par la voie. Donc c'est ce que nous avons budgétisé
cet ouvrage avec la route, le coût est de 250 millions. Les travaux ont débuté. Mais en plus des besoins en eau potable et en structure sanitaire de base, l'amorce d'un désenclavement appelé par tous ici, vivants ou non. Au ministère du Plan et du Développement, l'heure était au bilan. Au résultat de la planification du développement, plus de 3 000 milliards de francs CFA investis par le secteur privé ici en Côte d'Ivoire. La priorité en 2018, c'est l'accélération de la mise en œuvre du PND 2016-2020 pour renforcer les acquis sociaux avec le concours des partenaires au développement et du secteur privé. Complément d'information avec Justine Sey-Djike. Cheville ouvrière de la planification du développement en Côte d'Ivoire, le ministère du Plan et du Développement, après une année d'exercice, se satisfait des résultats obtenus qui sont entre autres le renforcement de la gouvernance économique avec à la clé l'obtention du trophée d'or de la meilleure stratégie d'État 2017 en Afrique. La production des statistiques macroéconomiques, démographiques, sociales et industrielles, l'organisation de conférences et de marchés sur l'émergence, la mise en place de l'Observatoire national sur le dividende démographique et l'élaboration du programme de pôle économique. Un bilan positif selon la ministre du Plan et du Développement. Cependant, il convient de redoubler d'efforts pour relever les défis à venir. En dépit des performances économiques enregistrées au cours des dernières années, nous devons continuer à bâtir une économie résiliente et inclusive en vue d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. C'est pourquoi, en liaison avec nos partenaires au développement et le secteur privé, nous devons accélérer la cadence de la mise en œuvre du PND 2016-2020 pour renforcer les acquis sociaux conformément à la grande ambition de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. En 2018, nous devrons poursuivre la mise en œuvre du programme d'émergence en nous inscrivant résolument dans la logique donc des hautes directives du gouvernement qui visent à accélérer les grandes réalisations pour assurer une croissance économique plus inclusive. Pour réussir sa mission, la ministre Kabaniale compte sur le soutien indéfectible de ses collaborateurs, le secteur privé dont le volume d'investissement s'élève à plus de 3 000 milliards de francs CFA, les partenaires techniques et financiers et en particulier le système des Nations Unies. Parlant de déforestation, le jeudi 18 janvier prochain, le gouvernement va procéder au lancement officiel des activités de l'initiative Cacao Forêt, un projet qui vise à lutter contre la déforestation ici en Côte d'Ivoire. Avant le lancement de ce projet, le ministre des Eaux et Forêts a situé les enjeux de cette initiative au micro de notre reporter Francis Boifo. Ce reportage vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Les députés du groupe parlementaire RDR, le Rassemblement des Républicains, se sont réunis récemment pour passer en revue leurs différentes activités parlementaires, activités qui ont été marquées par la session 2017 de la première législature de la Troisième République. Compte rendu de cette rencontre bilan avec Alexis Ouedraogo. Les députés ivoiriens sont en vacances depuis le 29 décembre dernier. Ceux du groupe parlementaire RDR entendent mettre ce temps à profit pour poursuivre leur mission auprès des populations et relever le défi de l'ivoirien nouveau prôné par le chef de l'État. Pour y arriver, petit passage en revue des activités de la session 2017 et énoncer des perspectives 2018. Votre courage et votre constance dans votre mission parlementaire a été très appréciable. Mais sachez que votre mérite et votre honorabilité seront encore plus grands si vous faites corps avec vos électeurs, parce que je suis convaincu que chacun de nous souhaite retourner à l'Assemblée nationale à la fin de notre mandat. Une initiative appréciée par les députés. Nous sommes les représentants du peuple, mais en même temps, nous avons une casquette politique. Nous essayons tant que faire se peut de défendre au mieux les intérêts des populations qui nous ont mandatés à l'Assemblée nationale. Nous essayons de soutenir au mieux le chef de l'État, le président Alassane Ouattara,
et son gouvernement qui, en notre sens, ont fait du bon travail. Ouverte le 3 avril, la session 2017 de la première législature de la Troisième République s'est refermée le vendredi 29 décembre dernier. Les vacances parlementaires durent 3 mois. Voilà, l'élément est fin prêt. Nous vous proposons les temps forts du séminaire gouvernemental présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Traduire les orientations et instructions du chef de l'État Alassane Ouattara en actions concrètes et perceptibles pour les populations. Voilà l'essence de ce séminaire gouvernemental qui aura duré un peu plus de 11 heures ce lundi. Les travaux du présent séminaire ont permis de passer en revue les plans d'action sectoriels des différents départements ministériels. Cet exercice a été suivi d'échanges visant une meilleure appropriation de ces actions prioritaires par chaque membre du gouvernement. Le plan d'action prioritaire 2018 est décliné en activités qui s'inscrivent dans les 5 grands axes stratégiques définis par votre Excellence, à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation de l'économie, l'amélioration des conditions de vie de nos populations, la promotion de la jeunesse et de la femme et l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Le plan d'action prioritaire 2018 prend en compte dans sa déclinaison détaillée l'ensemble des orientations et instructions que vous avez données. Un dispositif de revue continue sera déployé dans le mois de février 2018 en vue d'alimenter une revue générale à mi-parcours au mois de juillet 2018. Tour à tour, au fil de l'exercice, les départements ministériels ont présenté et défendu leurs priorités 2018. Président à la fin des travaux, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a souhaité un suivi ferme du programme d'action prioritaire, mais aussi de l'efficacité et de la célérité au service des populations. Le plan d'action prioritaire représente votre engagement à traduire en actions concrètes les priorités que j'ai eu à définir au cours de mon message à la Nation le 31 décembre dernier. Et il s'agit en priorité d'intensifier la lutte contre la pauvreté, et malgré les efforts qui sont faits et les résultats obtenus, à travers des investissements dans les secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé, l'eau potable, le logement, l'électrification rurale, la salubrité, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Les chantiers que j'ai présentés à nos concitoyens à l'occasion de mon message à la Nation concernent également l'accélération et l'intensification du programme de développement des infrastructures dans les domaines des routes, des ports, des aéroports, du transport urbain, de l'énergie et de l'économie numérique. Ces priorités étant identifiées, je demande à présent à chacune et à chacun de vous de faire preuve d'efficacité et de célérité dans la mise en œuvre de ces projets qui permettront d'améliorer, j'en suis sûr, de manière significative le bien-être des Ivoiriens. Alassane Ouattara est par ailleurs revenu sur le sujet à polémique de la réforme fiscale 2018. J'ai lu beaucoup de choses sur la question de l'annexe fiscale 2018 et j'ai demandé à Monsieur le Premier ministre que les discussions sur l'annexe fiscale soient approfondies, notamment en rencontrant le secteur privé en vue de faire des propositions au gouvernement qui tiennent compte de notre volonté d'accélérer donc le développement de notre économie. Ces réformes doivent permettre à la Côte d'Ivoire de se maintenir dans le peloton de tête des pays de forte croissance dans le monde. Et cette croissance, bien évidemment, doit être de plus en plus inclusive. Pour finir, le chef de l'État a insisté sur la nécessité du respect des règles de bonne gouvernance et l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà, cérémonie de clôture présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous vous proposons quelques réactions après la cérémonie de clôture. Vous
beaucoup d'actions souvent sont transversales. Moi, par exemple, avec le ministère en charge de la promotion de la jeunesse, je partage donc la sensibilisation à la lutte contre le VIH. Donc, c'est cet aspect qui est extrêmement important. Et puis, ça a été très dynamique. Nous avons eu des questions venant de nos collègues et pour une meilleure compréhension des projets d'action prioritaire du gouvernement. Les années précédentes, l'emploi était la priorité. L'emploi va continuer à demeurer la priorité en 2018, dans la mesure où c'est pratiquement 70% des attentes des jeunes. Mais nous allons faire une incursion sur le champ du civisme et la citoyenneté, civisme et citoyenneté qui devient notre thème de l'année principalement, à l'effet de pouvoir développer le cadre institutionnel que nous offre aujourd'hui le projet de loi de réinstauration du service civique en Côte d'Ivoire. Nous avons au programme cette année beaucoup de constructions. La construction d'au moins 40 collèges de proximité, la construction de 7 lycées de jeunes filles avec internat, dont les financements sont déjà acquis. Nous avons aussi au programme la construction de lycées techniques, de centres de formation professionnelle, de nombreuses cantines, des bibliothèques, des latrines, etc., etc. Donc tout cela pour dire que nous allons encore une fois, dans le cadre de la politique d'école obligatoire, donc permettre à tous ces enfants qui nous arrivent à partir de 6 ans d'être scolarisés. Actualité à l'étranger, au Nigeria, le groupe djihadiste Boko Haram a publié une vidéo dans laquelle 14 présumées lycéennes enlevées en avril 2014 refusent de rentrer chez elles, refusent donc de regagner leur famille. Elles choisissent de vivre avec le groupe djihadiste Boko Haram. Herman Guivet. Nous sommes les filles de Chibok. Par la grâce de Dieu, nous ne reviendrons pas. Arrachés sous la contrainte ou prononcés librement, ces mots énoncés en langue Hausa par la jeune fille de cette vidéo sera l'expression du nouvel état d'esprit de 14 lycéennes de Chibok qui se réjouiraient désormais de leur nouvelle vie auprès de leurs ravisseurs, les soldats du califat du groupe extrémiste nigérian Boko Haram. La vidéo dure 21 minutes. Elle a été mise en ligne par le groupe djihadiste en personne. On y voit d'ailleurs le chef djihadiste Aboubakar Sheko, arme au poing, délivré un discours plutôt hostile au président nigérian Muhammadu Buhari et aux autres chefs d'État de la région. La captivité de ces jeunes filles, selon lui, relèverait de la volonté de Allah. Son groupe et lui évolueraient selon ce que Allah leur commande. Donné plusieurs fois pour mort par les autorités nigérianes, Aboubakar Sheko, au moyen de cette vidéo, donne la preuve de sa bonne santé et de son radicalisme engagé. Pour rappel, 276 filles avaient été enlevées en avril 2014 dans leur lycée à Chibok. 59 d'entre elles s'étaient échappées au moment de leur enlèvement. 107 avaient été retrouvées. Cet enlèvement avait suscité une vague d'indignation internationale, relayée jusqu'à la Maison-Blanche par l'ex-première dame Michelle Obama, avec le slogan « Bring back our girls », traduction « Ramenez-nous nos filles ». En Tunisie, le 7e anniversaire du printemps arabe qui a emporté le président Ben Ali se célèbre dans la grogne sociale. En réponse aux manifestations, le gouvernement a annoncé des réformes. Herman Guivet encore sollicité. Une foule qui chante et qui danse, galvanisée par des slogans qui appellent à l'union du peuple tunisien, mais qui dénoncent également la persistance des mots pauvreté, chômage et corruption. La scène se déroule dans les rues de Tunis, capitale de la Tunisie, où il y a 7 ans, le peuple tunisien amorce l'ère de la révolution, l'ère du printemps arabe, qui emmènera avec lui le pouvoir de Zine El Abidine Ben Ali, après 23 ans de règne sans partage. La commémoration d'un 7e anniversaire, précédée d'une semaine de contestation dans les rues de Tunis. 7 ans après le départ de Ben Ali, depuis en exil en Arabie Saoudite, nombre de Tunisiens estiment avoir gagné en liberté, mais perdu en niveau de vie. Les avis sont partagés. La révolution ne nous a rien apporté. Croyez-moi, il n'y a rien. Dites-moi une seule chose qui s'est réalisée depuis le départ de Ben Ali. Nous n'avons pas été trompés. Vous pouvez être certain que cette révolution peut réussir. Avec l'aide de Dieu, tant qu'il y a beaucoup de gens qui y croient. L'avenue Bourguiba de Tunis, placée sous très haute sécurité. La semaine dernière, des manifestations pacifiques et des émeutes nocturnes ont secoué plusieurs villes du pays.
Du sport football, des présidents de clubs se sont réunis ce lundi pour se prononcer sur les derniers développements de l'actualité sur le football en Côte d'Ivoire. Ces présidents de clubs demandent au président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, la tenue d'une assemblée générale le 29 janvier prochain. Aude Alégoué. De grosses têtes du football ivoirien comme Malik Toé, Anzouan Kakou, Kone Abakar ou Salif Bik Togo continuent de dire non et non au maintien du président de la Fédération ivoirienne de football Sidi Diallo à la tête de la FIF. Composé de 4 groupements d'intérêts et de 38 clubs, le G42 s'est prononcé suite à la sortie du président de la Ligue professionnelle de football Sori Diabaté qui rejetait au nom du président Sidi Diallo la tenue d'une assemblée générale. Sur la situation actuelle, le G42 fait les précisions suivantes. C'est à la réception des requêtes individuelles que la FIF aurait dû analyser la recevabilité des pièces qui lui ont été transmises. Le comité exécutif n'est pas juge de la régularité des pièces qui lui ont été transmises. Cette compétence appartient à l'Assemblée générale qui vérifie toujours, en début de séance, la régularité de sa convocation et l'existence ou non du quorum nécessaire pour délibérer valablement. La gestion sportive, financière et humaine du président Sidi Diallo, les reproches des présidents de clubs qui les ont emmenés à organiser une assemblée générale pour la santé du football ivoirien. Je vous invite à une découverte peu ordinaire. Il s'appelle Yannick Kofi, il est ivoirien de père et australien de mère. La particularité de Yannick, c'est son génie musical, son instrument, la guitare solo. Il en joue depuis qu'il a 11 ans. À 18 ans aujourd'hui, ce virtuose de la guitare a un parcours qui fera rêver plus d'un. Découverte avec Issa Yeo en images. Né en 1999 d'un père musicien ivoirien et d'une mère australienne, Yannick Kofi apprend très vite à tutoyer les instruments musicaux autour de lui. Mon père m'a appris la musique. Depuis que j'étais tout petit, il m'a appris la musique parce que lui-même, il est un musicien professionnel. À 5 ans déjà, il maîtrise le répertoire de la légende Jimi Hendrix et de la star américaine John Mayer. Virtuose de la guitare solo, il joue en Floride en 2010 sur une chaîne de télévision à l'occasion du 40e anniversaire de Jimi Hendrix. Il n'a que 11 ans, confirmant ainsi l'adage « aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années ». Il participe également en 2011 à Yamoussoukro, à l'investiture du président de la République Alassane Ouattara. Le blues, le jazz, le R&B, le hip-hop sont ses musiques de prédilection. Ses racines africaines et précisément ivoiriennes, il ne les oublie pas. Son rêve est de venir contribuer réellement de la musique ivoirienne. Aimer être beaucoup plus impliqué dans la musique ici en Côte d'Ivoire, pour revenir ici bien sûr jouer avec beaucoup de grands musiciens sur la place aussi et apporter sa contribution en tant qu'Ivoirien. Yannick Kofi a à son actif plusieurs spectacles au Japon et aux États-Unis. Cette année, il intégrera le Conservatoire de musique de Sydney University, un des plus prestigieux du continent australien. Voilà, fin de ce 20h avec à la une de l'actualité nationale, ce séminaire gouvernemental pour ressortir les activités majeures à réaliser par chaque ministère tout au long de cette année 2018 dans la perspective de mettre en œuvre le programme de développement du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Objectif, satisfaire les besoins urgents mais surtout légitimes des populations ivoiriennes. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien.
Afrique.